Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la foule. Oui, oui, vous entendez bien là une nouvelle voix au micro du podcast qui parle de coopération. Aujourd'hui, vous n'entendrez pas la voix solaire de Laura, mais la mienne. Je suis Maëlys, directrice artistique et designer chez Yapluka. Yapluka, si vous ne connaissez pas encore, c'est une entreprise où nous sommes passionnés par l'accompagnement des aventures collectives. Nous co-construisons des ateliers de facilitation avec des collectifs et des formations sur la créativité, la prise de parole, la connaissance de soi, l'empathie, la facilitation. Aujourd'hui, j'ai pris possession du micro pour questionner la pratique du design au service de la coopération. Chez Yapluka, le design intervient à chaque étape d'un atelier ou d'une formation. Avant, pour sa communication, pendant, avec les outils pédagogiques ou d'animation, ses méthodologies d'enquête et de participation, la scénographie, la scénarisation, les jeux, les objets éditoriaux, la documentation, et après, pour les synthèses, les prototypes, etc. Bref, le design est partout. Il a donc une place importante en intelligence collective. Mais au fond, il me questionne toujours. Le design, après tout, qu'est-ce que c'est pour nous designers ? En quoi est-il puissant lors d'un atelier de facilitation d'apprentissage ? Quel est son vrai impact ? J'en ai discuté avec Margot Drocourt de l'agence Vraiment Vraiment. Nous avons échangé sur nos pratiques similaires de designer. Le croisement de nos pratiques dans cet échange permet de comprendre un peu mieux notre positionnement au sein de nos domaines un peu différents. Bien évidemment, j'ai enregistré tout cela pour vous le partager. Dans cet épisode, vous découvrirez l'incroyable agence d'intérêt général Vraiment Vraiment, l'expérience de Margot en tant que designer et ses bonnes pratiques à vous approprier dans vos propres ateliers. Bonne écoute! Salut Margot! Salut Maïs. Merci d'être venue au micro de la foule. Je t'ai fait venir aujourd'hui parce que nous sommes designers toutes les deux. Tu travailles chez Vraiment Vraiment, une agence que j'adore dans sa diversité de projets et tu nous en parleras un peu plus. Et je t'ai invité aujourd'hui pour discuter de coopération et de design et d'apporter nos regards croisés sur nos domaines qui sont à la fois similaires et en même temps pas tout à fait pareils. Alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter? Quelle est ton histoire avec Vraiment Vraiment? Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Et qu'est-ce que tu y fais? Donc, je m'appelle Margot, je suis chez Vraiment Vraiment depuis bientôt 3 ans. J'ai connu l'agence suite à mes études à l'école Ball, où d'ailleurs j'ai rencontré Maëlys, parce que j'étais intéressée sur des sujets proches du social et de l'urbanisme, et notamment sur des sujets de politique publique. Et je suis rentrée en stage chez Vraiment Vraiment donc il y a bientôt 3 ans. Et aujourd'hui, je suis designer intégrée au sein de l'agence avec une spécialité plutôt design d'espace. Alors Vraiment Vraiment, c'est une agence de design de politique publique, comme on l'a appelé. Donc ça veut dire qu'on travaille exclusivement pour des acteurs publics. Donc on répond à des appels d'offres, parfois avec d'autres corps de métier que les nôtres, donc designers et analystes, parce qu'on a plusieurs profils chez Vraiment Vraiment, une majorité designers, mais aussi des gens issus de l'urbanisme, de l'architecture et des sciences politiques, du management de l'innovation aussi. Et très récemment aussi, on a des profils comme des workshop managers, ce genre de choses qui vont justement nous aider à faire de la participation et à organiser des temps collectifs ou des ateliers de co-conception. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un grand projet que tu fais en ce moment ou le projet qui t'a plus marqué, que tu as préféré? Alors, un projet que je suis depuis quasiment mon arrivée, c'est le projet de réhabilitation de logements sociaux dans le 19e arrondissement. C'est la résidence Alphonse Carr, donc on travaille pour le bailleur social Paris Habitat. On est une équipe de 4 designers et architectes sur le sujet. Donc c'est un temps long de projet où on accompagne les habitants à comprendre la réhabilitation. Donc c'est une rénovation énergétique dans laquelle on en profite pour réaménager les appartements aux usages d'aujourd'hui. Et tout notre objectif, nous, c'est d'organiser ce qu'on appelle l'AMU, donc c'est l'accompagnement à la maîtrise d'usage. Donc on vient sur le terrain et on explique aux habitants le cadre de la réhabilitation et on déploie des outils après méthodologiques pour qu'ils nous aident, nous, à concevoir au mieux leurs futurs appartements, en fait. Donc vous intégrez les habitants dans le projet. C'est ça, et c'est la commande qu'on nous a passée. Donc on est au sein d'un groupement avec l'agence du Rictardio, des ingénieurs, un bureau d'études, des paysagistes.
Et notre travail, c'est en fait de faire la courroie de transmission entre le bailleur social et les architectes pour qu'eux puissent revoir leurs plans sur base de ce que nous disent les habitants en fait. Et attention, question toujours compliquée et à la fois très belle à développer. Quelle est ta définition à toi du design? Ouais, pas facile celle-là. Pour moi, le design, c'est une pratique assez pluridisciplinaire, par essence. Et c'est surtout en tout cas moi, comment je l'utilise et comment je le conçois, c'est une sorte de méthodologie finalement capable de s'adapter à tout type de milieu, domaine, sujet, et qui permet surtout en fait de faire dialoguer différents acteurs. Donc c'est un peu la définition que je mettrais derrière. En tant que designer, avec ta définition, quelle serait ta relation avec l'intelligence collective? Est-ce que tu te définis plus comme designer pour des facilitateurs? Est-ce que tu animes toi aussi des ateliers? Est-ce que tu participes, toi, à des ateliers d'intelligence collective? Alors, on se définit pas comme facilitateur chez Vraiment. On n'a pas de profil de facilitateur, c'est un métier qui pour nous est quand même assez spécifique. Par contre, effectivement, dans toutes les méthodes qu'on utilise dans nos projets, il y a de la co-conception, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec des outils qui permettent d'organiser un dialogue en fait autour d'un sujet. Donc ça va être par exemple adapter un outil du design à un public qu'on va rencontrer et dont on a besoin de l'avis. Par exemple, là, dans le cadre de la réhabilitation de logements sociaux, on sait que la lecture sur plan, elle peut être difficile pour beaucoup d'habitants, parce que ça reste aussi un savoir-faire technique qui n'est pas donné à tout le monde. Donc on va, par exemple, traduire le plan en maquette, formaliser donc en maquette, avoir, par exemple, les logements, les T2, les T3, les T4 en maquette, en dur, sous les yeux. Donc on fait des ateliers où on réunit plusieurs foyers à la fois autour du même appartement. Et ensuite on va, avec des meubles aussi simplement faits en bois, montrer la configuration des espaces et permettre en fait aux gens de se projeter dans l'échelle qui est pas facile en fait, ni sur plan ni sur maquette d'ailleurs. Et je dirais que voilà, c'est plutôt par des outils qu'on arrive à faire une forme de facilitation, même si on n'est pas facilitateur. Et du coup, quand vous avez une demande particulière ou si vous répondez à un appel à projet, comment ça se passe? Vous avez une méthode particulière pour construire un atelier collaboratif? Alors on n'a pas de méthode toute faite en fait pour faire des ateliers participatifs. On les fait en fonction du sujet qu'on a entre les mains et du public auquel on doit s'adresser. Et c'est hyper différent de s'adresser à un élu ou à un corps d'agents publics qu'à des citoyens, par exemple dans le cadre de construction d'écoquartiers ou de logements. Donc les méthodes sont pas du tout toutes faites et on met à disposition des outils assez variés. Ça peut aller d'un atelier un peu prospectif à base de cartes, donc légèrement gamifié, à des choses très concrètes sur maquette ou plan comme je le disais plus tôt. Ça peut aussi être les ateliers participatifs in situ à échelle 1, des visites pour montrer par exemple dans le cadre d'aménagement de lieux, d'autres types de lieux qui peuvent inspirer les agents. Je pense que l'objectif et puis le sens de l'agence, c'est d'adapter en fait nos méthodes et nos façons de travailler à tous nos clients parce qu'on est sur des sujets qui peuvent être très variés, de l'urbain à la transition écologique, à du design de services pour repenser le parcours utilisateur au sein d'un accueil d'un hôpital. Enfin, c'est tellement varié comme sujet je dirais pas qu'on réinvente nos méthodes en permanence, mais on s'inspire de ce qui a pu marcher dans d'autres missions, mais on réadapte en permanence. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et toi, est-ce que tu as un outil ou une méthode préférée? Une méthode préférée? Alors, je pense que... Alors, du fait que je fasse beaucoup de projets d'espace, ça va être la maquette, parce que ça a toujours un effet sympa, voire waouh, auprès des gens à qui on s'adresse, que ce soit des agents, des citoyens, des élus. Il y a toujours un effet matériel qui séduit et qui est facile de compréhension et qui est assez ludique. Après, un autre outil qui fonctionne très très bien en atelier, ça va être des cartes à réaction. C'est un format qu'on utilise énormément. C'est des cartes avec des références, donc c'est une grosse veille visuelle qu'on va faire sur un sujet et qu'on va proposer en atelier. Là, par exemple, ce week-end, j'étais sur une exposition un peu participative qu'on a conçue pour
une équipe municipale qui a racheté un site industriel dans son village et qui veut faire de la participation citoyenne sur l'aménagement de ce site. Donc on a proposé 60 cartes de veille visuelle en laissant tout simplement les gens s'exprimer sur l'image en question, en disant si ça les inspirait pas et en nous expliquant pourquoi. Et c'est un format qui a hyper bien marché. On a vite eu les murs qui se remplissaient d'images et en fait c'est une sorte de cahier de tendance collectif qu'on crée mais qui nous, derrière, nous aide vachement à orienter les pistes d'aménagement pour le lieu ou d'activité ou de service même qu'il peut proposer. En fait, tous les outils, ça rend tellement concret les choses que ça fonctionne immédiatement auprès des publics. On essaye. C'est notre rôle. C'est ça. Selon toi, comment le design peut-il favoriser la coopération? Via quels moyens? Je vais répondre toujours la même chose, j'ai l'impression. Oui, comme c'est le cœur de métier, la participation, tout tourne autour en fait. Ouais. Tout tourne autour de la participation et je pense que le design a cette force de rendre concrètes les choses et il y a ce côté problème-solution, alors qui peut être un biais parfois parce qu'on a tendance à amener parfois trop vite des solutions sur le terrain et tout l'objectif après de la participation c'est justement de nous faire dévier des biais qu'on peut avoir en tant que concepteur quand on arrive sur un sujet. C'est le design qui facilite la participation. Pour moi, c'est les outils qui est capable de faire le design et de mettre en place. Donc ça va être tout ce qu'on peut avoir à disposition en termes de matériel, d'idées, d'objets, et qu'on va soumettre à la réaction des usagers qu'on a en face de nous, quoi. Les outils. Les outils. Gros biais de designer. Et alors, chez Yapluka, on a une grosse communauté de facilitateurs, et puis il y a beaucoup de facilitateurs au sein de l'équipe même. Pour nous, la facilitation, c'est qualifier la demande d'un commanditaire, concevoir l'atelier, animer l'atelier, et donc créer ses propres outils aussi, et ensuite donner suite, donc quel genre de synthèse on fait, comment on poursuit le projet, etc. etc. Est-ce qu'un facilitateur, pour les facilitateurs qui nous écoutent, ils sont pas finalement des designers? Mais si, forcément, parce qu'il y a de la conception derrière ce processus. Donc oui, il y a une part de design dans cette méthodologie. Et d'ailleurs, en design, nous, en tout cas dans l'agence, on a une méthodologie qui est très similaire, qui va de l'interprétation de la commande, voire à sa reformulation, parfois ça peut arriver, à des phases d'immersion, d'enquête, où on va aller au plus près des besoins des usagers, rencontrer les gens sur place, comprendre leur métier, comprendre les parcours utilisateurs quand on est dans des lieux, des espaces d'accueil, ce genre de choses. Et toute cette phase de terrain, alors on l'a fait avec notre regard de designer, donc tout de suite en allant voir ce qui peut manquer par exemple à un espace, c'est cette signalétique elle est pas bien placée, donc on va avoir une solution un peu pour le final du projet. On n'a pas de prétention à être sociologue dans des méthodes d'entretien, même si parfois on peut se rapprocher de ce genre de méthode. Mais dès la phase d'immersion et de reformulation de la commande, il y a une part de conception déjà. Et ensuite, on a une sorte de troisième bout méthodologique qui serait de faire des ateliers participatifs qui prennent plusieurs formes. Et ensuite, on est surtout sur des phases de prototypage. Et là, je pense que c'est ce qui est spécifique à une agence de design, c'est d'aller tester in situ, à échelle 1, les choses, avec parfois très peu de moyens. Mais finalement, ça s'adapte très bien au contexte de notre travail, donc pour l'action publique. Parce que du coup, avant d'engager des moyens importants, un service peut nous demander de tester les choses, ce qui permet après d'avoir une orientation du projet viable et pérenne. Donc nous, on promeut beaucoup ce qu'on appelle le droit à l'erreur, donc ça fait partie du prototypage à l'intérieur de notre travail. Et après, comme vous, on fait des cahiers de recommandations, des livrables assez clairs sur les orientations du projet pour la suite. Donc je pense que les facilitateurs sont des designers dans le fond. Et du coup, suite à cette question-là, mais tu as un peu répondu à ça, je m'étais fait l'avocat du diable en me disant, si les facilitateurs sont des designers, est-ce que le design n'est pas superflu? Ou est-ce que la facilitation n'est pas superflue alors?
Après, je pense qu'il y a une compétence technique. Alors, je connais mal le métier de la facilitation, mais chez le designer, il y a quand même une compétence technique de base qui est importante sur des domaines assez précis, le graphisme, l'objet, l'espace, enfin le produit plutôt, le numérique, même si le design a des frontières assez floues en termes de discipline et de compétences. Chez le facilitateur, je pense qu'il y a des compétences aussi assez précises. Je ne sais pas si elles sont techniques ou d'ordre matériel ou spatial, mais je dirais que c'est peut-être une différence qui peut être apportée aux deux métiers. Oui, c'est vrai que je me faisais aussi la réflexion, les facilitateurs, c'est des experts de la coopération, quoi. Donc, et puis les designers c'est un lien dans un collectif aussi. Il sait faire le lien aussi entre plusieurs personnes. Ça va de pair, en fait, finalement. Il n'y a pas de superflu. Non. Alors attention, je te transforme en super bonne fée du design. Si tu avais une baguette magique, quel serait le lieu idéal qui favorise la coopération ou la participation? Je peux inventer le lieu, on est d'accord. Ouais, vas-y. Tout est possible. Moi, je dirais un grand wagon de train avec de quoi écrire, dessiner, s'arrêter, sortir des choses à l'extérieur, re-rentrer à l'intérieur s'il pleut, et puis visiter toutes sortes de lieux, pouvoir aller dans sur tous les chemins, toutes les voies ouvertes. Je dirais un peu ça, une machine qui avance et dans laquelle on peut se réunir et croiser du monde. Trop bien. Le train de la créativité. C'est ça. Ah, trop bien. Ah, ça donne envie. Et attention, là on parlait d'un lieu. Là je vais te transformer en une cuisinière hors pair, la recette d'une expérience collective réussie. Quel ingrédient? Quel temps de cuisson? Déjà une bonne participation et des participants qui savent pourquoi ils sont là. Donc hyper important d'expliquer le cadre de ce qu'on fait autant d'ateliers. Des rôles d'animateurs aussi assez bien définis, des gens qui qui poussent à la réaction, qui lancent des idées un peu farfelues, un autre rôle qui peut être de timer les temps de parole, de bien la redistribuer. Ça, je pense que c'est assez important aussi quand on fait de la participation. Et après, surtout des supports facilitants pour la compréhension du sujet, qui sont bien adaptés au public. Donc ça, c'est un peu vague, mais ça reste important. Et toujours avoir le temps de discuter au moins 10 minutes à la fin pour réouvrir un peu les idées. Ok. Et ça fait une belle expérience collective réussie. Normalement. Pas trop long aussi. Pas trop long? Ouais, un temps... ou alors bien animé autour de formats, mais pas un temps trop intense. Il faut garder un petit peu de repos à certains... Oui, enfin, je dis ça parce que j'ai des expériences récemment, mais voilà, il faut bien équilibrer. Parfois, on peut avoir un biais qui est de suroutiller ou de poser trop de questions au sein même d'un atelier, alors que je pense qu'il vaut mieux diviser certains temps. Et ce que je disais, c'est que plus on adresse des questions simples, plus on a des réponses qui nous permettent derrière d'aller loin. Et c'est hyper important de cadrer, nous, la quantité de questions qu'on peut et veut poser. Et surtout pas accabler les participants d'une flopée de questions auxquelles nous, d'ailleurs, en tant que designer, on peut se proposer de donner des réponses en tant que concepteur. Donc il y a aussi une part du designer qui est on mise beaucoup sur l'intelligence collective, mais il y a aussi certaines réponses qu'on peut se permettre d'adresser une fois qu'on a senti les tendances chez les usagers qu'on rencontre. Mais se réserver aussi le droit de concevoir nous les choses à côté et de pas non plus tout adresser à la participation, même si elle est très importante. Et vous, dans votre travail, en fait, vous avez quand même une casquette où vous pouvez apporter des solutions, ce qu'il n'y a pas forcément chez un facilitateur. Un facilitateur doit rester neutre. Ils donnent rarement leur avis. Alors ça peut être très frustrant, c'est très dur au début, mais c'est vrai qu'avec un designer, comme ils ont la casquette, comme tu le disais, espace ou graphisme ou objet ou design de service, etc., ça apporte quelque chose en plus dans l'accompagnement, quoi. Alors j'avais peut-être pas la définition de facilitateur, mais si en effet c'est un devoir de neutralité aussi face au sujet qu'on adresse,
c'est peut-être là la grosse différence avec le designer, où nous, on a déjà des morceaux de réponse dans la tête quand on s'adresse à nos usagers et qu'on vient vérifier ou invérifier justement avec eux. Et ça va peut-être être là la différence. Et nous, on nous demande d'apporter des réponses formelles, concrètes, pour le coup. Et oui, c'est intéressant les deux pratiques. Faudrait qu'on travaille plus avec des facilitateurs. Ouais, alors ou que certaines personnes se forment pour avoir tu vois, une posture plus de neutralité ou ouais, c'est pas évident comme exercice. Et selon les sujets, nous on a des ateliers qui sont plus enfin, en tout cas, dans les questions qu'on adresse, essayent d'être neutres, mais c'est assez difficile de cadrer un atelier quand on a déjà des bribes de réponses formelles à apporter au sujet qu'on a entre les mains. Donc, enfin, je donne pas trop d'exemples concrets, mais par exemple, récemment sur un projet d'aménagement de bureaux, on avait déjà des orientations sur la répartition des services de l'État au sein d'un même espace. Alors on les a proposés en atelier, on a fait plusieurs scénarios avec les participants et c'est vrai que je pense qu'on a quand même invité vers un scénario en particulier qui a abouti. Alors il y a plein de choses que nous ont apporté les usagers qu'on n'avait pas vues tout de suite et donc ça a permis d'aboutir à un projet final vraiment intéressant et adapté aux pratiques de travail des agents. Mais c'est vrai que sur le moment, même en essayant de faire un atelier neutre sur maquette, en laissant les gens s'exprimer, participer sans donner trop d'indications sur des plans de base, on est arrivé un peu à orienter malgré nous l'orientation du projet. Ouais. Imagine, il y a des collectifs, des équipes, des citoyens qui n'ont pas les moyens d'avoir un designer auprès d'eux. Quels conseils tu leur donnerais pour faire un atelier participatif ? Sans designer, sans facilitateur, avec les moyens du bord du coup. Avec les moyens du bord. Alors peut-être qu'une personne se détache du collectif pour endosser ce rôle-là, mais du coup, à cette personne-là, quel conseil tu lui donnerais ? Bien circonscrire le sujet, donc les objectifs, les questions qu'on a à poser. Si ça va être, je sais pas, sur ouvrir un nouveau commerce en pied d'immeuble au sein d'un quartier, c'est peut-être aller se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a à 5 minutes, donc faire un peu une enquête de terrain, on va dire, une analyse du contexte. Donc ensuite adresser les enjeux de l'atelier, donc c'est se dire quelle réponse on a envie de... à quelle question on a envie de répondre, quelle réponse on a besoin pour faire avancer le projet. Donc ça va être passé par après la mobilisation des participants, donc adresser une liste d'usagers types. Nous c'est un peu ce qu'on fait. Là, par exemple, sur un exemple de commerce, ça va être pour une personne âgée depuis 60 ans qui se déplace peu facilement, qu'est-ce qu'une personne de ce type-là aurait besoin à 5 minutes de chez elle, qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans manque au sein de son quartier, voilà. Est-ce que qu'est-ce qu'un couple de jeunes travailleurs trouverait au pied de son immeuble et auquel il participerait ? C'est un exemple un peu flou, mais donc je dirais voilà, enquête de terrain, liste des enjeux, questions qu'on aimerait poser, liste des participants avec avoir une variété importante de personnes à qui on peut s'adresser, et ensuite travailler une bonne mobilisation et avec des outils. Ça peut être très simple, ça peut être juste quelques questions bien posées, écrites en grand, du papier, des stylos, et on écrit, on dessine. À voir après selon ses compétences, quoi. Les choses simples peuvent très bien marcher. Oui, parfois un papier, un stylo, ça suffit amplement à avoir la bonne idée. Il faut pas toujours tout créer ou partir de zéro. Ouais. Alors une dernière petite question. On a parlé de design, de participatif, de coopération. Est-ce que tu as des ressources à partager auxquelles tu penses, des outils en open source, des livres, des podcasts, des vidéos qui t'inspirent sur ces sujets-là ? Alors je vais faire notre pub. Vas-y, je t'en prie. On a un site qui va être bientôt... D'ailleurs, on a un nouveau site internet, vraiment, où on présente nos fronts et les valeurs qu'on essaye de porter dans le cadre de notre travail de design au sein de l'action publique.
Et ensuite, on a un site affilié qui s'appelle Voilà Voilà, qui est en cours aussi de refonte, mais qui propose une partie des livrables qu'on a pu créer au sein des missions. Ça peut être des billes méthodologiques sur certains temps d'ateliers. On a aussi un certain nombre de mobiliers et de notices en open source qu'on peut télécharger pour les construire et qu'on peut mettre à disposition de tout type de collectifs, équipes municipales, citoyens, usagers, etc. Et la très bonne ressource de Yapluka aussi, que je consulte régulièrement. Donc chez Recu aussi. Il y a une très bonne ressource du Low-Tech Lab aussi en ligne, qui est très intéressante pour le côté design, objets à construire soi-même, en lien avec la transition écologique, la basse consommation bas déchets, etc., etc. Le Tech Lab qu'on embrasse, nous on les connaît, on est très proches d'eux. Ouais, j'imagine. Et ben on vous invite à regarder vraiment sur internet et bientôt, voilà. C'est ça. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. C'est comme ça qu'on dit. Bah, merci beaucoup Margot pour cet échange. On a mis le doigt sur plein de choses. C'était très intéressant et puis il y a quelques bonnes pratiques de partager qui seront, j'espère, utiles pour certains et certaines. Alors encore merci et merci à vraiment de t'avoir donné un peu de temps pour nous. Et merci Yapluka et merci Maëlys. Chez Vraiment, les designers conçoivent, comme l'a dit Margot, des ateliers de participation avec plusieurs parties prenantes autour d'un projet de politique publique. En tant que designers, ils peuvent apporter leur expertise sur l'espace, un service, le graphisme. Ils mettent leur pierre à l'édifice. Chez Yapluka, c'est différent. En tant que designer, je crée la forme d'un atelier ou d'une formation. Je mets le contenu de celui-ci en valeur pour faciliter la coopération ou l'apprentissage. Nous accompagnons des projets, mais en restant extérieurs à celui-ci. Alors, que vais-je retenir de cet échange ? Qu'il existe autant de pratiques du design que de designers. Je me dis qu'il en est de même pour les facilitateurs, les coachs, etc. Ce qui laisse une grande liberté de pratiquer ce rôle et de le façonner en fonction de qui nous sommes et de nos talents individuels. Grâce à cet échange, je redéfinis mon positionnement, reprécise mon champ de création, ce qui me donne une motivation folle pour retourner au travail parce que je me sens à ma place tout simplement. Je vous invite donc à échanger avec vos pairs. Ça fait un bien fou de se poser sur nos pratiques. Merci encore à Margot pour cette discussion. Merci à vous pour votre écoute. Vous pouvez poursuivre cet échange dans les commentaires et nous aider à diffuser cet épisode auprès de personnes qui seraient intéressées. Vous trouverez en description de nombreux liens vers les ressources citées par Margot et un article de bonnes pratiques de designer écrit par moi-même avec amour et délicatesse. C'est cadeau. Allez, à la prochaine dans la foule!